Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Motorola Razr HD, qui est un petit peu l'évolution, même pas qu'un peu, qui est l'évolution du Razr. Alors, on avait vu, enfin moi j'avais pas testé, mais vous avez peut-être vu le Razr Max avec 2X. C'était surtout une évolution du Razr avec une plus grosse batterie. Là, on a le Razr HD qui va un peu plus loin sur pas mal de points en fait, sur pas mal d'aspects. Donc on va passer rapidement sur les specs. Donc le Razr HD, c'est un appareil qui tourne là pour l'instant sous Ice Cream Sandwich, donc Android 4.0, là je crois c'est 0.4, bon, on le verra. Il y a une mise à jour prévue vers Jelly Bean, j'ai pas encore de date. C'est un écran 4.7 pouces de résolution 720 par 1280, c'est du Super AMOLED Advanced, donc comme sur le Razer. Vous allez voir, l'écran est quand même pas mal. Je trouve que la définition est pas énorme, mais derrière, enfin elle est pas énorme. Elle est intéressante, mais on n'a pas un rendu au niveau lisibilité qui est aussi bon que ce qu'on trouve sur des écrans à très très haute densité. Mais bon, ça vous le verrez, moi ça m'a pas tant dérangé que ça. On a un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED qu'on voit juste à côté. Il permet de capturer des vidéos en 1080p. Et on a une caméra frontale juste ici de 1,3 mégapixels. On a à 16 Go, alors vous avez 16 Go sur le papier, peut-être un peu moins utilisable au final, avec un port micro SD jusqu'à 32, il me semble, au moins 32. On a 1 Go de RAM, et au niveau du CPU, du processeur, c'est du dual-core 1,5 GHz, et c'est un appareil qui fait NFC. Alors, bon, tout ça c'est intéressant. L'évolution par rapport au Razer, c'est essentiellement la taille de l'écran. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments également, comme le processeur, etc., qui est un peu plus puissant. Mais pour moi, la grosse particularité de cet appareil, alors on va voir le design, vous allez constater que c'est pas exactement pareil que le Razer, et je trouve qu'il est même mieux. Il est plus épais, mais il est mieux. Mais la particularité, c'est d'être compatible H+, dual carrière, donc DC, HSDPA, et 4G Ready. Alors, juste très rapidement là-dessus, qu'est-ce que ça signifie? En fait, il fait partie des terminaux qui seront mis en avant un peu par SFR et également par Orange sur leur nouveau réseau. Si vous voulez, en fait, le H+, chez Orange et le Dual Carrière chez SFR, c'est la même chose. Ça permet tout simplement de doubler son débit par rapport à la 3G classique. Et c'est l'étape intermédiaire entre la 4G et la 3G. Et il y a quelques appareils qui sont compatibles des Dual Carrière et H+, qui sont également compatibles 4G LTE. Donc celui-là en fait partie. Mais c'est ce qu'on appelle 4G Ready. Et ça veut dire quoi, grosso modo? Ça veut dire que la puce est dedans, que pour l'instant il fait pas 4G parce que ça utiliserait trop de batterie pour rien, puisque de toute façon il n'y a pas aujourd'hui d'offre 4G. Mais d'ici la fin de l'année, courant fin novembre normalement pour SFR, et ça devrait être tout dans la même période pour Orange, vous aurez normalement des offres 4G qui seront disponibles, et à partir de là vous aurez une mise à jour qui sera faite sur l'appareil pour pouvoir utiliser la 4G en toute entre guillemets transparence. Voilà. Et H+, ça double les débits. Entre Dual Carrière SFR et H+, chez Orange, j'ai constaté quelques différences, mais là ça va être un petit peu, c'est un test on verra ça peut-être prochainement, on fera peut-être des tests, mais ça dépend de l'endroit où vous êtes, des appareils que vous êtes. Il y a énormément de variables là-dedans, donc on va peut-être pas s'attarder là-dessus. Alors, niveau contenu dans la boîte, vous avez un gros chargeur, comme on les trouve. Ça doit être un chargeur un petit peu économe en énergie. Là on a quelques notices, dont une notice, vous voyez, SFR ici. Alors c'est un appareil qui est vendu chez SFR. D'ailleurs j'ai pas parlé prix, mais chez SFR il est à 1 euro avec forfait, chez Orange à 99 euros. Et il est vendu pour l'instant que chez les opérateurs nu à 620 euros. Voilà, mais je pense qu'on devrait le trouver assez rapidement en ligne. Et il a une batterie, j'en ai pas parlé, de 2500 mAh, ce qui est assez conséquent. Ok, ensuite on a des écouteurs vraiment basiques ici. Un câble USB, micro USB. Et ce petit truc là, c'est un peu comme ce qu'on trouve dans la boîte pour iPhone. On a un petit élément qui permet d'accéder au tiroir pour la micro SIM. Voilà. Donc au niveau de l'appareil, oui, de face on dirait vraiment un Razer, et c'est de toute façon un appareil qui appartient à la série Razer. C'est vraiment sur l'arrière que ça a un peu changé. Vous voyez, il n'y a plus cette bosse qu'on trouvait sur le Razer qui
qui faisait que ici c'était très fin et là c'était un peu plus épais. Moi je trouvais que c'était pas terrible. Mais là-dessus on a un très très bon feeling, comme on l'avait d'ailleurs sur le Razr, mais en plus droit du coup à l'arrière, et c'est assez agréable. Alors au-dessus on a la caméra frontale, ça on l'a déjà vu. En dessous on n'a rien, on a juste une bande noire ici que je trouve un peu grande d'ailleurs. Quand on allume l'écran ça donne ça. Et en fait on a les touches classiques, les touches sensibles tactiles ICS, Ice Cream Sandwich d'Android, proposées par exemple sur le Galaxy Nexus ou ce genre d'appareil. Et on a une barre assez conséquente en bas. À mon avis, l'intérêt de ce truc-là, c'est pour permettre une utilisation avec le pouce, à une main, ce genre de truc, malgré la taille de l'écran. Bon, je suis un peu sceptique quand même sur l'utilité de cette barre, même si elle permet de l'attraper assez facilement, parce que c'est vrai que sur les bords, on n'a pas beaucoup d'écart, et en haut, vous toucherez pas là-haut. Donc je sais pas. En termes d'utilité, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils ont mis cette barre-là, mais bon. Pourquoi pas. Alors ici on a le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller. Ça se verra pas peut-être à la caméra, mais il a un léger relief qui permet d'agripper le doigt. C'est je crois la première fois que je vois ça sur un mobile, et je trouve que c'est une excellente idée. Parce que vous pouvez pas le louper, vous le touchez, vous sentez que ça agrippe un peu, vous pouvez appuyer dessus, ça glisse pas, c'est super bien fait. Ensuite ici on a le bouton de volume, donc qui vous voyez est sur la même tranche que ce bouton là, et là on n'a pas de bouton pour éventuellement un bouton d'appareil photo. Vous verrez que c'est pas forcément nécessaire. Ensuite ici on n'a rien à part quelques vis. Tranche gauche on a un port USB micro USB et un port micro HDMI, donc ils sont collés l'un à l'autre, qui sont l'un à côté de l'autre. J'ai posé la question à Motorola à propos d'un potentiel dock qui justifierait justement cette position pour pouvoir le mettre comme ça, avec deux ports qui rentrent comme ça, un petit peu comme ce qu'on avait sur les accessoires de la Trix. Et visiblement il n'y en aurait pas. Et d'ailleurs il y a un truc qui est important, je ne sais pas si c'est vraiment important pour vous, mais ce terminal il est plus compatible avec tout ce qui est WebDock, etc., WebTop, je ne sais plus exactement, LapDock, voilà tout le système qui était lié à la Trix, qu'on retrouvait et qui était compatible sur le premier Razr, puisque ça, commercialement ça n'a pas spécialement cartonné, et du coup ils ont décidé de l'enlever. Et ici on a un petit tiroir pour à la fois la micro SIM et à la fois la micro SD. Donc c'est assez intéressant de trouver un long tiroir comme ça, pourquoi pas, moi je trouve ça bien. Donc sur les tranches vous voyez que c'est légèrement arrondi, et puis on a cette coque arrière qui n'est pas amovible, en Kevlar, comme sur le premier Razr, et ça c'est vraiment une sensation très agréable, pardon, au niveau du toucher. Ça ressemble à du soft touch, mais en beaucoup plus quali, puisque ça se raye a priori pas, c'est du Kevlar quoi. Et moi je trouve que c'est esthétique, ça fait un peu je trouve que ça va bien, ça va bien avec l'environnement un peu techno, masculin, etc. Bon, ça rend bien. Et puis en plus de ça, ça le rend plus solide, et la sensation en main est vraiment excellente. Donc j'aime beaucoup ce revêtement. Je suis un peu étonné qu'on ne le trouve pas sur d'autres terminaux, mais en même temps il y a peut-être un brevet, je ne sais pas, qui a été déposé, mais je trouve ça excellent. Et puis là, bien sûr, l'appareil photo, le haut-parleur et le flash, le jack 3.5 ici, et en dessous on a regardé tout à l'heure, il n'y avait rien. Ok, alors on va passer à l'interface. Donc comme je vous disais au début, sur le Razr HD c'est du Android ICS, et d'ailleurs on va aller voir dans les paramètres 4.0.4 ici. Et comme vous pouvez le constater, alors c'est assez rare, mais c'est un test que je fais avec une carte SIM dedans, en espérant que personne ne nous appelle pendant la vidéo, juste pour vous montrer. Bon, moi ici je capte pas le H+. Il y a juste un truc à noter, mais ça c'est vraiment à part. Chez Orange, quand vous voyez afficher H+, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en H+, dual carrière, bon appelez-le comme vous voulez, ça veut juste dire qu'il capte suffisamment bien pour pouvoir l'afficher, mais au niveau des débits, vous ne serez pas toujours en théoriquement 42 mégabits par seconde, en réalité on est plus autour de 10-15 mégabits. Là j'ai testé en H+, en étant connecté H+, sur Paris, et j'arrive pas du tout à ces débits là. On fera peut-être un test juste à la fin. Le truc c'est que là, vous voyez ici je capte pas en H+, donc je vais pas pouvoir vous faire la démo. Alors on va commencer par un élément de surcouche qui a été changé et qui est un peu étrange, qui peut être utile pour certaines personnes et qui peut sembler particulier pour d'autres.
c'est qu'en fait sur la page d'accueil, quand vous allez une fois sur la gauche, vous avez que les paramètres rapides. Si vous voulez, tout ce qui est écran personnalisable, ça va être sur la droite. Et vous pouvez rajouter d'autres pages ici, même utiliser des modèles. Et donc sur la gauche, on a des paramètres en accès rapide que vous pouvez personnaliser, régler tout simplement. Et ensuite, l'accès aux paramètres se fait comme ça. Il n'y a rien dans le tiroir des notifications. C'est un choix un peu particulier, j'en ai discuté avec Motorola. Grosso modo, le constructeur a choisi de proposer des solutions simples pour l'utilisateur entre guillemets débutant. Donc par exemple, quand vous démarrez l'appareil la première fois, vous allez avoir des tutoriels qui vont se mettre en place pour vous expliquer comment fonctionne l'appareil, et c'est bien fait, hein. Et d'après eux, cette solution là c'est plus simple que potentiellement quelque chose dans le tiroir des notifications. C'est peut-être plus simple pour les premières fois. Je pense qu'à terme, c'est plus pénible qu'autre chose. Par exemple, quand vous êtes dans une application là et vous voulez changer un paramètre, vous êtes obligé de revenir sur l'écran d'accueil pour faire ça. Je trouve ça moyen. Bon, sachez quand même que si vous avez envie d'ajouter des paramètres ici, vous pouvez ajouter ça en téléchargeant une application sur le Play Store. D'ailleurs, il y en a une que j'utilise qui s'appelle Power Toggle. Toggle, T-O-2-G-L-E et S, Toggle, je crois. Voilà, si vous voulez ajouter cette option-là, mais bon. Donc ça, c'est le premier truc qui est vraiment étrange, qui a été ajouté là, c'est particulier. Mais bon, ça nous fait découvrir de nouvelles surcouches. Ensuite, après, on a des séries de widgets. Donc là, par exemple, on a des widgets interactifs ici, qui sont plutôt sympas. On peut déterminer, là c'est pour l'heure, on peut changer l'affichage de l'heure, là c'est pour les villes et la météo, là c'est la batterie. C'est un seul widget qui fait les trois ronds. Donc voilà, on peut le déplacer. C'est assez bien fait. Ensuite après, on a d'autres widgets, on a aussi ce widget là, qui est le widget de contact favori. Donc ça c'est assez bien fait également. Vous appuyez sur un contact, vous avez sa petite fiche qui s'ouvre, etc. Ça c'est le widget de lecture musicale qui a été un peu personnalisé. En fait c'est ceux de base dans SIS mais personnalisé. Par exemple là pour les mails, il ressemble beaucoup à celui qu'on trouve de base mais en modifié en termes d'aspect, d'esthétisme. Pareil ici pour l'agenda, celui-là également. On a ça, alors ça on reviendra là-dessus, c'est les Smart Actions. On verra ça un petit peu après. Et puis bon là on peut mettre ces icônes, etc. etc. Et puis après vous pouvez déterminer des modèles. Alors ça c'est un peu, ça sert pas à grand chose en fait, c'est Motorola qui vous propose des modèles de page d'accueil pour ceux qui savent pas quoi mettre. Par exemple là, outils et utilitaires, bon vous avez rien affiché, enfin c'est pas, je trouve pas que ce soit excellemment bien fait, mais bon pourquoi pas, voilà vous avez une page qui s'affiche comme ça. Et là quand vous pinchez, quand vous pincez l'écran, vous avez toutes les pages qui s'affichent ici. Et vous pouvez bien sûr les supprimer de cette façon là. Voilà, et en termes de widgets, de nouveautés, on n'a pas grand chose en fait. Comme je vous disais, il y en a certains qui ont été personnalisés. Il y a juste Cercle ici qui est vraiment nouveau. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a Contact Favori. Je suis pas sûr que ce soit nouveau, ça devait être avant, mais c'est vraiment Motorola. Pour le reste, peut-être Facebook, mais ça je pense que c'est inhérent à Facebook. C'est peut-être un nouveau widget, je suis pas trop sûr. Mais il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés là-dessus côté widget. Le multitâche fonctionne comme ça. Hop, voilà, du classique ICS. Tiroir des notifications, je vous ai dit, il n'y a rien. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour l'instant en termes d'écran d'accueil. Et puis, bon, pour rapidement faire le point sur l'écran, donc on a du Super AMOLED Advanced avec quand même des angles de vue qui, je trouve, sont plutôt bons. Là, les couleurs, elles ne changent pas trop quand on le regarde de travers. Il y a autre chose, on va passer du coup rapidement dans la galerie, ça va être par là que ça se passe. Alors je sais pas si on verra bien à la caméra, les noirs sont plutôt fidèles. Après moi là je suis un peu de côté, mais si vous êtes de face vous les voyez normalement vraiment noirs. Alors là c'est les reflets avec la lumière au-dessus, etc. Si on éteignait ça serait vraiment mieux, mais ça c'est aussi logique. Mais globalement les noirs sont assez profonds. Je suis pas forcément fan de l'écran sur un point un petit peu autre, qui concerne pas tout ce qui est couleur, luminosité. C'est l'aspect niveau lisibilité de certains caractères, ce genre de choses, pas certains caractères, mais quand on commence à regarder de près, on voit bien que c'est une matrice différente. Je sais plus exactement quelle matrice, je pense que c'est du Pentil, mais je suis pas sûr.
Mais ça, franchement, c'est pour chipoter parce qu'au final, l'écran est très très bon et les couleurs sont bonnes. Là aussi, bon, j'ai un fond d'écran qui est un peu flashy, donc ça donne l'impression que c'est saturé, mais ça va, c'est assez réaliste, assez fiable en termes de couleurs. Ok, au niveau du menu principal, vous avez une petite option en haut à gauche qui est assez sympa, qui permet de mettre des icônes, enfin des applications en favoris. Donc là, vous gérez ça ici. Et puis, moi, je trouve ça bien parce que, au-delà des dossiers, la possibilité de faire des dossiers sur l'écran d'accueil, quand vous êtes dans application ici, bah, vous en avez souvent plein. Donc là, j'ai 3 pages. Si je veux voilà, faire une réorganisation de mes icônes, bah là, c'est pas possible. Hein, c'est pas quelque chose qui est possible sur cet appareil. Voilà, c'est comme ça. Mais au moins, ce que vous pouvez faire, c'est mettre quelques icônes en favoris et puis ça marche assez bien. Là, on a les applications qui défilent et quand on continue, on a les widgets, hein, comme dans ACS classique. Et là, on a le Google Play, la plateforme. Là, vous voyez, ça passe en H+, mais bon, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Ouais. D'ailleurs, si, tant qu'il passe en... Voilà, tout de suite, il vient de passer en 3G+, vous voyez, donc, enfin, je pense pas que ça veuille dire grand-chose. Hein. Pour le test, là, je préfère pas m'attarder sur ce point-là. Alors, au niveau des fonctions téléphoniques, bah, vous avez tout qui est assez classique finalement, avec une interface qui a été légèrement modifiée. Vous faites un numéro, vous avez les correspondances qui s'affichent ici. C'est très propre, franchement. Ça marche très bien. Hop. Quand vous appelez quelqu'un, vous pouvez mettre le haut-parleur. Bonjour. Le clavier. Vous n'avez aucun nouveau message. Voilà. Ça, c'est du classique. Récent, ça, c'est les appels, le journal des appels, tout simplement. Et vos contacts favoris, qui sont ici. Dans les contacts, donc, vous avez les favoris ici, les groupes, et les contacts comme ça. Donc ça, c'est comme dans SIS sur un Galaxy Nexus, sauf que l'interface a été modifiée légèrement, tout en restant dans l'esprit Ice Cream Sandwich. C'est ça qui est sympa aussi avec Motorola. Donc là, on a tous les contacts avec leurs avatars, etc. Si j'ai des contacts qui sont synchronisés avec Facebook, je vais avoir la photo qui va s'afficher qui est prise de Facebook. Et là, dans Contact, je peux faire afficher le profil directement. On n'a pas d'intégration qui va beaucoup plus loin que ça. Peut-être avec Google+, j'ai pas essayé. Mais en tout cas, avec Facebook et Twitter, ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est un peu dommage, mais bon, ça c'est pas franchement une option qui... Enfin, ça gênera pas grand monde à mon avis. Voilà, mais sinon ça marche très bien. Vous appuyez sur l'avatar, vous avez la petite bulle qui s'ouvre comme ça. Là, voilà, je peux appeler la personne très rapidement. C'est ce genre de fonctionnalité qu'on connaît bien avec le temps. Hein. Voilà. Et puis ce qui est intéressant, j'en ai pas parlé, mais c'est extrêmement fluide. Sincèrement, les défilements, l'utilisation dans les différentes sections, vous voyez, vous pouvez aller assez vite et ça marche relativement bien. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok, donc ça, c'est ensuite tout ce qui est SMS, MMS. On va faire un test, hop. Voilà, je peux envoyer un texto. Bon, lui, ça va pas fonctionner, je pense. On a la discussion qui s'affiche ici, triée par contact, comme d'habitude. Quand vous rentrez dedans, vous n'avez pas un système de bulles, mais d'éléments qui s'empilent les uns sur les autres. C'est assez bien fait. J'ai pas grand chose à reprocher à ça. Vous pouvez appeler la personne rapidement en haut ici. Là, mettre une pièce jointe, joindre une photo par exemple. Là, insérer des éléments, supprimer le message, etc. Au niveau de la saisie texte, alors par défaut, il y a ce mode-là qui est activé, donc c'est le clavier français classique. Vous avez également Swipe qui est disponible là. Donc voilà, dans la version avec un thème orange qui est plutôt réussi, je trouve. Donc ça, Swipe, si vous ne connaissez pas, c'est un système qui permet de créer des mots en traçant des lignes entre les lettres. Il y a un moteur qui reconnaît les mots, qui vous propose le mot le plus pertinent par rapport aux lettres que vous avez touchées. Et ensuite, après, on a, bon, ça c'est pour, je crois que c'est le clavier, ouais, voilà, c'est le clavier chinois, je sais pas trop comment ça marche. Et là, on a la saisie Google Voice, mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le système de cette façon-là. Vous pouvez également faire ça et rester appuyé ici. Oups, pardon. Appuyez ici. Et normalement, ça fonctionne assez bien.
Bon, là il dit finalement ça fonctionne bien. Bon bref, mais normalement c'est pas mal. Ok, voilà. Côté saisie texte, bon, je dirais, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ça c'est le clavier classique ICS avec les prédictions. Donc par exemple vous tapez cinéma, j'ai pas mis le A, il va me proposer le A, super. Si je mets R, il va me proposer quand même cinéma à gauche, ce genre de choses. Ça fonctionne bien. Et c'est un écran qui est pas extrêmement large. Ok, c'est du 4.7 pouces, c'est quand même assez conséquent. Mais là, j'ai vraiment aucun souci pour taper de cette façon-là. Donc ça, c'est agréable. Et puis en mode paysage, c'est peut-être un peu large. À vous de voir ce que vous préférez. Mais ce qui est surtout bien, c'est de pouvoir taper en mode paysage tout en ayant un peu de place en haut. L'espace est assez bien géré, même si quand même le clavier prend un peu de place. Voilà, on a tout ça qui est pris. Mais ça va, ça fonctionne correctement, je trouve. Ok, bah, je pense qu'on va pouvoir passer dans le menu et regarder un peu tout ce qu'on a. Alors en fait, on n'a pas grand chose. Là, il y a quelques applications intégrées installées par SFR. Et donc ça, on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est pas intéressant. Je sais pas si vous les aurez finalement, parce que moi, c'est pas un mode. Enfin, je passe pas par SFR pour avoir ce produit, donc je sais pas trop pourquoi j'ai ça. Mais bon, au pire, si vous les avez, vous trouverez un moyen de les enlever ou de les cacher. Donc tout ça, on va pas passer en revue. On a juste l'agenda ici. Donc avec le zoom des zooms qu'on a depuis ICS, on peut passer en mode mois. Il s'affiche comme ça sur cet écran avec cette taille là, c'est sympa. On voit que globalement, en fait, Motorola réutilise ce qu'on trouve sous ICS, mais en ayant légèrement personnalisé graphiquement un petit peu tous les éléments. Là, je vois que par exemple la typo, là ici, elle est un peu plus grosse, les couleurs, c'est pas les mêmes, ce genre de choses. Voilà, donc si vous utilisez déjà ICS, vous verrez que ça a un petit peu changé. Hop. Alors l'interface d'appareil photo, elle est assez sympa, elle est plutôt réussie. Et Motorola a un peu bossé dessus. Il faut bien reconnaître que depuis le Razr, c'est plus du tout la même chose par rapport à ce qu'on avait avant. Motorola proposait avant des interfaces d'appareil photo vraiment moches et peu fonctionnelles et ça a pas mal changé. Alors, on a le zoom ici en mode photo. Là, on peut gérer. Alors, on peut prendre des photos en 8 mégapixels en 4 tiers ou 6 mégapixels en 16:9. Voilà, bon, là je suis en 6 mégapixels. Ça ne change pas énormément. C'est juste que je préfère le format 16:9 pour mes photos. Une option que je trouve vraiment bien, c'est ici touche de volume. Et ça me dit pour les touches de volume, est-ce que tu veux utiliser le zoom ou capturer? Et moi j'ai mis zoom. Et en fait, ça c'est des options, mais c'est pareil, c'est la première fois que je vois ça sur un terminal et je trouve ça vraiment bien. Donc là, on a la possibilité de zoomer avec le bouton physique ou avec le doigt, mais on peut également configurer cette touche pour prendre une photo, puisqu'il n'y a pas de bouton dédié pour l'appareil photo. Et ça, c'est assez intelligent, c'est une option qui doit pas coûter grand chose à intégrer et qu'on devrait trouver sur d'autres terminaux. Quelques effets ici, rien d'exceptionnel. Là, on a les modes de scène. Donc, il va y avoir mode automatique, portrait nuit, paysage. Bon, portrait nuit, ça peut être intéressant comme coucher de soleil. Voilà, si vous prenez des photos en conditions un peu difficiles. Là, on a différents modes de capture. Donc, photo simple, panorama. Je vous mettrai des échantillons. C'est un mode qui fonctionne assez bien. Donc, vous faites comme ça. Bon, là, je ne vais pas pouvoir parce que je n'ai pas assez de place. Mais voilà. Mode rafale qui est plutôt efficace également. Je sais pas. Voilà. On l'entend bien et on a nos 6 photos ici qui s'affichent. Voilà, vous les voyez. Donc là, ça n'a pas vraiment d'intérêt ma photo, mais le mode rafale a l'air assez efficace. On a un minuteur qui est intégré. Bon, voilà, minuteur. Vous mettez 3, 5 secondes, 10 secondes. Et pour finir ici, un mode HDR qui fonctionne bien. Alors pour rappel, encore une fois, le HDR, c'est un mode qui permet de combiner différentes expositions d'une même scène pour obtenir l'image, normalement une image meilleure, avec peut-être un peu plus de lumière, des couleurs, notamment pour le ciel, qui sont meilleures. Par exemple, généralement quand vous prenez une photo, il y a un ciel qui est très fort, il y a beaucoup de lumière. Le ciel va être brûlé et il va être blanc. Et là, avec le HDR, normalement, il devrait tirer vers le bleu. Enfin, ce genre de choses. Je mettrai encore une fois des échantillons.
mode d'exposition, enfin la gestion de l'exposition, le flash, et cette petite languette, en fait, alors on peut pas la tirer, c'est fini, c'est les options. On peut la refermer totalement ou l'ouvrir juste un peu. Donc bon, ça pourquoi pas, ça permet tout simplement de personnaliser l'interface si vous avez envie. Si vous utilisez que ces trois options là, bah, vous faites ça. Voilà, c'est à vous de voir. Et vous avez également la possibilité de prendre une photo avec la caméra frontale 1,3 mégapixels. On passe en mode vidéo, on peut filmer en 1080p max et on peut descendre si on a envie en 720, etc., etc. On filme de cette façon là. Alors c'est assez simple, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Vous avez un mode, alors ça va être compliqué de le voir là, mais on a un mode d'autofocus continu. Donc là j'ai fait le focus ici. Je peux filmer ailleurs. Et normalement, voilà. Donc là vous voyez, il a fait le focus. C'est peut-être pas très clair à la caméra. Parfois il a un petit peu de mal. Là par exemple j'ai mis un peu de temps à faire le focus ailleurs puisque j'ai visé une zone où il y avait un peu moins de lumière et il n'a pas trop réussi à faire le focus. J'ai dû viser un de mes écrans d'ordinateur pour faire le focus. Donc c'est un peu étrange. J'ai remarqué ça pendant qu'on filme. Par contre il y a un truc que vous pouvez faire quand vous filmez. Donc là par exemple je filme de cette façon là et je peux appuyer pour faire le focus. Voilà, donc vous pouvez forcer le focus de cette façon. Pendant que vous prenez une vidéo, vous pouvez prendre une photo et ici vous pouvez couper, gérer le micro pendant que vous filmez. Donc ça c'est intéressant. Et vous pouvez également zoomer, vous avez vu la barre sur le côté pendant que vous filmez, et ça fonctionne également avec les boutons ici comme pour l'appareil photo en fait. Et ça c'est pas mal. Là on a quelques effets ici. Les scènes audio, pardon. Donc scène audio, c'est pour gérer enregistrement. Donc là l'enregistrement audio, vous avez trois options, soit stéréo, donc ça c'est classique. Après vent atténué, c'est quand vous avez beaucoup de vent, donc il y a un système qui détecte voilà, le bruit, qui essaie de l'atténuer un petit peu. Et un mode concert, à mon avis, c'est pour les moments où le son est vraiment très très fort, ça essaye de gérer la situation. J'ai pas testé, je peux pas vous dire si ça fonctionne bien, mais bon, ils sont présents. On a 4 modes de capture vidéo, ils sont assez intéressants. Alors surtout 3, bon, mode normal, c'est celui qu'on connaît. MMS vidéo, ça c'est quand vous comptez envoyer un MMS, bah faites ça fait des fichiers vraiment pas lourds. Et on a 2 modes qui, vous allez peut-être vous amuser à les utiliser, mais en gros le premier c'est ralenti. Et ralenti, ça permet de filmer. Alors, il met HD. À mon avis, c'est du 720p, mais je suis pas sûr. C'est parce que c'est en 60 fps en fait. Pardon. Donc là, il va pouvoir filmer en 60 fps pour faire un ralenti. Donc, je sais pas. Je vais essayer de faire ça. Ça va être un peu galère, mais super. C'est toujours un peu l'échec, ces tests de ralenti, mais bon, c'est intéressant. Donc là, voilà, il me propose avec... Par défaut, il va me la lire en vitesse normale. Donc c'est pas terrible. Hop, mais là, je peux gérer en bas. Ah, désolé, c'est un peu compliqué parce que la vidéo est pas assez longue. On va la refaire, Voilà. Là je suis au ralenti, voilà, ce genre de truc. Et on gère en fait le ralenti ici en bas à gauche. L'intérêt ici c'est de filmer en 60 fps et de voir ensuite des aperçus en ralenti. Par défaut le fichier qui vous pond, il n'est pas au ralenti, il est juste en 60 fps. Après si vous voulez faire des ralentis, vous pouvez les faire sur votre ordinateur, etc. Donc c'est un peu étrange comme mode, mais ça veut juste dire ralenti, ça veut juste dire je filme en 60 fps, donc tu pourras faire des ralentis. Et ça se verra pas jusqu'à 24 images par seconde, 30 images par seconde. Et puis pour terminer sur les modes, donc on a vu le ralenti, il y a aussi un mode accéléré qui permet de créer des vidéos time lapse. Donc
avec 3 modes. Il y en a un premier, c'est 1 seconde. Donc ça veut dire que ça va prendre une image par seconde au lieu de faire 24 images par seconde. L'autre, c'est 5 secondes et l'autre, c'est 10 secondes. Et donc, vous pouvez vous amuser avec ces modes pour créer des effets sympathiques. Alors, il faut filmer longtemps quand même pour avoir un vrai effet. Sinon, vous verrez, c'est une vidéo qui dure 3 secondes et c'est complètement inexploitable, entre guillemets. Mais voilà, ça, c'est un petit mode intégré. On a la gestion de l'exposition et la gestion de la torche. Donc c'est le flashlight qui s'allume pour pouvoir vous permettre d'avoir un peu plus d'avoir une aide lumineuse, on va dire, au niveau de l'éclairage. Donc quand vous êtes en mauvaise condition. Voilà. Bon, la calculatrice classique ICS. Ensuite, on a Chrome. Et ça, il est préinstallé par défaut. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Motorola a choisi de définir Chrome comme navigateur par défaut sur le terminal. Ça veut dire qu'en fait, vous avez juste Chrome et vous n'aurez pas le navigateur classique qu'on connaît depuis la 2.3, même avant, je veux dire, mais qui a bien évolué au fil des versions et qui existait encore même jusqu'à Jelly Bean, mais qui va être petit à petit remplacé par Chrome. Alors Chrome, ce qui est intéressant, c'est que si vous utilisez déjà Chrome chez vous, vous aurez la possibilité d'accéder par exemple à vos onglets, à pas mal d'éléments, à vos favoris, à votre historique, distingué par ordinateur, par tablette, mobile, ce genre de choses. Et ça marche quand même très très bien. Donc on va voir un peu ce qu'il nous propose. Hop. Et système d'onglets là aussi également, vous pouvez fermer ça comme ça. Donc là par exemple je vais aller sur test mobile, je vais ouvrir un nouvel onglet, on va aller sur d'autres sites. Alors là c'est important de noter que, enfin important, c'est pas vital, mais notez que je suis en H+ ici. J'ai pas le Wi-Fi activé normalement, voilà vous le voyez. Donc c'est un test au pont, ça permettra aussi de voir un peu ce que ça vaut en H+. Vu qu'il capte le H+ là, je vais en profiter pour lancer un petit speed test, juste pour voir un peu. Et vous allez voir, c'est pas représentatif forcément, mais ça va pas être... c'est pas trop mal là par rapport à ce que j'ai depuis le début. Ok. Ouais, ça va pas forcément être représentatif de vous, ce que vous aurez. Comme je vous ai dit au début, il y a plein de facteurs qui font que le débit va être bon ou mauvais. Et là, il est repassé en 3G+, là ça bascule sur H+, enfin c'est un peu aléatoire. En tout cas, là en descendant, on a du 5 mégas 8 et ça c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On est à 1 méga en montant, en upload, donc moi je trouve que c'est bien, surtout quand on regarde d'autres résultats que j'ai eu. Donc là on voit ici descendant, là j'ai 5,8, là j'ai 1, j'ai vraiment des résultats assez mauvais, là j'ai un 5,7. Donc là on est sur quelque chose d'intéressant. Je pense que vous pourrez avoir plus, enfin ça dépend, encore une fois, il y a plein de facteurs qui font que ça change. Donc là on est sur la version mobile du site. Toc, on peut basculer facilement entre un onglet et un autre. Je vais attendre que ça charge bien, mais là vous voyez ça s'affiche bien, c'est extrêmement fluide. Là le chargement n'est pas encore terminé, là c'est bon. Donc là on a tous les aimants à l'écran, on a le slideshow qui s'affiche très bien. On peut zoomer, hop, toc, dézoomer et afficher pile dans la taille de l'écran. On peut rebasculer sur ce site là. Alors c'est un site un peu lourd, c'est très très fluide. Au début vous avez vu, ça avait pas encore affiché certains éléments, mais là c'est bon. Tout est là. On va aller pareil sur un article. Hop. Alors là j'ai l'impression que les textes sont un peu gros, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave, hein, ça s'affiche relativement bien. Si on va voir dans les paramètres, il y a pas mal de choses. Donc là on a le compte bien sûr Google qui est lié à Chrome pour pouvoir faire tout ce qui est synchronisation, etc. Et il y a la saisie auto des formulaires, ce genre de choses aussi qui est intégré. Donc là, je suis dans un article, c'est extrêmement fluide également. Là, on voit que le texte est un peu plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, ça c'est dû à la gestion
de la taille du texte pour le zoom et la taille de l'écran. Alors ça c'est dans accessibilité, on a mise à l'échelle du texte. Et c'est écrit là, ici, hein, vous le voyez, faites glisser le curseur pour lire le texte aisément. Sa taille doit être similaire à celle-ci lorsque vous appuyez 2 fois sur un paragraphe. Donc il n'y aura pas de mise en... Comment dire, il n'y aura pas de remise en forme du texte en fonction du zoom. Ce sera au double tap, vous aurez cette taille de texte qui s'affichera pile dans l'écran. Donc là, par exemple, j'ai 100%. Si je mets un peu plus petit, 85%, je vais avoir du texte plus petit. Quand je double tap, je vais avoir ça qui s'affiche. Voilà. Enfin, ça zoome juste de cette façon-là et ça nous permet de lire le texte un peu mieux. Et c'est fluide, hein, ça fonctionne bien. Hop, que dire de plus, hein. On a le système d'onglets qui marche bien, la synchronisation, alors là on va pas pouvoir le voir, parce qu'en plus j'ai pas un compte Google ici qui est synchronisé avec quoi que ce soit, mais là ici on pourrait voir tous mes bookmarks, mes favoris. Là on a les différents, ça c'est l'accueil. Hop, là on a la synchronisation pour essayer de voir les onglets ouverts, donc accéder ici aux onglets ouverts sur votre ordinateur. Là c'est pas synchronisé avec mon ordinateur, mais on le verrait. C'est plutôt sympa. Pareil ici, vous verriez également les autres appareils qui sont synchronisés avec le même compte Google, donc par exemple les tablettes comme je disais au début. Donc là j'ai un test qui est assez lourd quand même. Et ça défile vraiment très bien, il n'y a pas de problème. Alors vous voyez, quand je vais un peu vite, j'ai quand même un petit effet comme ça. Mais normalement, une fois que c'est en cache, il n'y a pas de souci. Je vais essayer d'arriver jusqu'en bas. Voilà. Donc là, ça s'affiche bien, il n'y a pas de problème. Toc. Voilà, ça c'est les petits scripts JavaScript qui fonctionnent bien. Et dernière chose, bien sûr, si vous voulez charger une vidéo YouTube, vous avez ce système là qu'on retrouve quasiment dans tous les appareils Android, hein, et qui permet tout simplement d'accéder à YouTube, mais par l'application YouTube plutôt que par le Flash Player, ce qui est devenu maintenant obsolète, hein. Voilà. Donc ça c'était pour la partie web. La navigation web se fait par défaut sur Chrome, ce qui est assez surprenant et plutôt agréable. Et ça fonctionne très très bien, c'est très fluide, il n'y a pas de souci, hein, il n'a rien à envier aux gros terminaux. Alors attendez, ça me perturbe ça. Aux autres terminaux type S3, etc. Maintenant, Chrome de base, c'est un peu plus fluide, peut-être que le navigateur Android par défaut, donc c'est un choix pertinent. Veuillez dire une commande. Appelez Lucienne. Lucienne Pivot. Portable 1. Appel en cours. Très bien. Donc ça voilà, ça c'est le système de commande vocale qui est assez sympa, qui fonctionne sur des tâches assez basiques. Envoyer un texto, envoyer un email, ouvrir une application. Laissez faire mon compte. Non. Ouverture en cours. Non merci. Veuillez dire une commande. Voilà. Là on a quelques petits paramètres comme la confirmation. Là il me l'a fait automatiquement, de ce genre de choses. Alors c'est assez basique, hein. Et ça complète la saisie vocale qu'on trouve par exemple pour la saisie de texte. Vous l'avez vu tout à l'heure pour les SMS. Tout ce qui est email, vous avez deux possibilités comme d'habitude. Et là pour une fois je trouve que le client par défaut est vraiment sympa. Alors si vous êtes chez Google, vous avez ce client-là que vous pouvez utiliser. C'est le client classique dans SIS, mais celui-là est un peu plus optimisé par rapport à l'appareil avec le fond noir. C'est assez agréable et il est plutôt réussi, hein. Donc ça c'est le client proposé par Motorola dans la surcouche qui permet d'ajouter n'importe quel compte email. Donc là j'ai rajouté un compte Gmail, vous pouvez en rajouter plusieurs et les vérifier en parallèle. Donc ça fonctionne bien. Vous pouvez sélectionner ici des mails et les supprimer, les archiver, mettre des flags, etc. On peut gérer les dossiers et mettre en automatique. Donc là ici il a détecté avec Gmail qu'il pouvait me proposer du push. Donc bon, je l'ai configuré, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, on peut rajouter un compte ici, on peut rechercher un mail. Où est-ce que je pourrais aller? Je vais aller là. Voilà, donc là j'ai un mail qui s'affiche
Normalement, il me semble qu'on peut zoomer dedans. Alors attendez, je vais en ouvrir un autre. Hop, celui-là, voilà, afficher les images. Voilà, zoomer, dézoomer, mail HTML. Bon, ça fonctionne également très bien. On peut répondre. Non, pardon, ça c'est pas répondre, c'est suivant précédent. Excusez-moi, là on a répondre à tous, voilà. Et là ici, on a connecté par Motorola, ça vous pouvez le supprimer, c'est la signature. Et on a la possibilité de rentrer bien sûr du texte, de sélectionner du texte, le mettre en gras, etc. C'est pas mal fait. Je trouve quand même que l'espace ici est peut-être assez mal géré, je sais pas. Je pense quand même que le clavier est un peu gros. Ici, je sais pas, ça pourrait être intéressant d'utiliser. Je sais pas si Swipe est un peu plus petit, mais ouais, si un peu, non, je suis pas sûr avec la barre ici là. Enfin bon, voilà, c'est grosso modo, vous pouvez avoir un texte qui est mis en forme dans vos emails, et ça c'est plutôt pas mal, avec ici joindre une photo, ce genre d'éléments. Et puis vous avez vu, vous avez des petits widgets interactifs ici, vous avez bien sûr les notifications qui s'afficheront là-haut, enfin le grand classique en complément de ça quoi. Donc ça c'est bien. La galerie qui est classique à Ice Cream Sandwich, avec là les albums, les lieux, les heures. On peut sélectionner un album ici, je rentre dans un album, j'ai mes photos qui défilent avec la petite barre en bas là qui marche très bien. Voilà, je peux zoomer dans une photo, bon, ça fonctionne super bien et l'écran est très sympa. Et là vous voyez, comme je suis en plein écran, on a les boutons qui s'affichent de cette façon là, mais ça c'est du typique Ice Cream Sandwich, hein, donc ça, bon, il n'y a rien de transcendant, mais ça fonctionne bien. Là on a un fichier DivX qui me propose de reprendre la lecture, ok. Voilà, donc là ici, hop, le basculement d'une partie à une autre se fait assez rapidement, donc c'est plutôt agréable. On le verra juste après dans un fichier un peu plus lourd. Vous avez ici une option qui permet de se connecter en DLNA, donc par Wi-Fi, pour afficher ce que vous êtes en train de regarder sur un écran connecté par exemple, ou un ordinateur. Bon, ça c'est la galerie photo là comme ça, et ensuite je m'étais mis aussi un fichier, alors attendez, ça si je me trompe pas, c'est un fichier, je sais pas si je vais pouvoir accéder aux détails, peut-être pas, quoi qu'il en soit. Voilà, donc ce fichier là, si c'est ici, c'est un fichier MKV en 1080p encodé en je pense que c'est du H264, je suis pas trop sûr, je connais pas très bien le MKV, je sais qu'en tout cas le fichier est très lourd. 6,89, c'est un fichier qui fait 1h50, 1h45, c'est du 1080p. Alors ça fonctionne mieux avec MX Player parce que c'est un fichier un peu particulier où le son c'est du DTS, et je sais pas, il y a plusieurs pistes et ça fonctionne pas très bien ici, mais je peux défiler. Voilà, là j'ai pas le son, donc c'est pour ça que je vais vous montrer après avec MX Player. Mais c'est extrêmement fluide, on peut basculer d'une partie à une autre rapidement, malgré le fait que ce soit un très gros fichier. Et donc vous pouvez potentiellement, si vous avez un fichier de ce type là, basculer en DLNA et avoir voilà un bon rendu sur votre écran connecté. Donc ça c'est assez sympa. Et avec MX Player, donc je peux faire reprendre. Il galère un peu. Là j'ai la possibilité de gérer l'audio, piste audio, et ici bien sûr j'ai en DTS comme ça fonctionne pas, ici ça fonctionne, donc voilà. Bon, ça après c'est une application tierce, hein, donc ça fonctionne généralement avec tous les terminaux, mais c'était juste pour vous montrer que niveau fluidité il s'en sortait vraiment bien. Guide Me, c'est assez intéressant, c'est justement, je vous parlais au début de tutos, de conseils, d'astuces. Ben là on a ça en complément de ce qu'on a dès l'ouverture, la première mise en marche de l'appareil.
Donc là par exemple, je vais essayer de vous en montrer un ou deux, expliquer les icônes de mon téléphone. Bon. Montrer comment ajouter, bon bah par exemple là, montrer comment ajouter et supprimer un raccourci vers une appli sur mon écran d'accueil. Ok, très bien. Donc là il me montre, ceci n'est pas l'écran d'accueil de votre téléphone. Ok, très bien. Merci. Voilà, appuyez sur le bouton d'application, hop, appuyez longuement, faites glisser, bravo, vous avez réussi. Et c'est pas juste une petite vidéo quoi, c'est vraiment quelque chose d'interactif et qui vous permet de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Là on a tout ce qui s'appelle expliquer, ça va être juste des explications. Donc par exemple, expliquer l'intérêt du Wi-Fi, bah, on a une petite bulle qui nous explique l'intérêt du Wi-Fi. Etc., etc. Voilà, on a quand même pas mal de trucs fonctionnels et c'est bien fait, je trouve. On a un mode véhicule qui est comme ça, qui est bien, mais qui pourrait être un peu plus complet. Alors, on a les commandes vocales, tout ça, mais si vous allez dans musique, par exemple, play music, là, vous vous retrouvez là-dedans. Donc ça, c'est dommage. Il y a d'autres constructeurs qui le font un petit peu mieux, je pense. Il me semble que c'est LG qui fait un mode voiture qui est vraiment performant, donc là c'est un peu gadget. Movie Studio qui est intégré dans ICS par défaut, qui permet de créer des petits, de faire des petites éditions de vidéos. Je pense qu'on arrive à la fin. On va bien sûr passer par Play Music. Alors Play Music c'est le lecteur musical par défaut, et là c'est vraiment, sauf erreur de ma part, c'est vraiment le lecteur musical par défaut dans ICS. Donc avec voilà là, les albums, quand on bascule sur le côté on a ça qui s'affiche. On a également, si on va dans... Je sais plus, attendez, c'est dans quel mode déjà Toc. Il y a un mode normalement où on bascule et on a les pochettes qui s'affichent en perspective. Je sais plus lequel, mais c'est pas grave, hein, ça c'est peut-être dans récent. Voilà. Donc, comme ça, c'est un peu bizarre que ça s'affiche que dans sélection récente, mais bon. Voilà, et ça c'est vraiment par défaut. Il y a un petit truc sympa, juste, je pense, qui a été rajouté par Motorola. Bon, corrigez-moi si je me trompe, mais quand vous lisez un fichier, vous pouvez dire j'aime ici. Et après, il va vous l'ajouter dans une playlist qui s'appelle j'aime. Je sais plus si c'était présent dans les autres terminaux. On va regarder un peu ce qu'il vaut en termes de haut-parleurs. Assez rapidement, on va pas passer 3 heures là-dessus. Hop. Ouais, très rapidement, l'interface, vous la connaissez, je pense. Hein, la pochette, là, la playlist en cours. Hop, je retourne là. On a like et dislike, et on peut basculer dans le morceau, shuffle, répétition, les options vraiment classiques. On a juste un autre truc, c'est l'égaliseur. En fonction enfin, si vous choisissez haut-parleur, là on peut gérer l'égaliseur pour le haut-parleur. C'est pas très intéressant ça. Et là on a plus, enfin quelque chose qui est plus intéressant, c'est quand vous êtes connecté avec un fil ou en Bluetooth. Et, donc ça c'est pas mal, et c'est parti. La qualité est pas mauvaise, alors le volume est plutôt élevé, la qualité est pas mauvaise, c'est-à-dire ça dépend des morceaux. Et par contre il y a un truc qui est vraiment clair, c'est qu'il n'y a aucune basse, malgré le fait que j'ai sélectionné en mode ici basse dynamique. Si vous faites basse extrême, c'est assez moche en fait. Donc bon, ça c'est classique, hein, mais j'aime bien quand même quand on trouve un petit peu de basse, un petit peu de... pas forcément des basses, mais qu'on entend bien les percussions, etc., les grosses caisses, et sur les terminaux mobiles, même si c'est pas forcément important, ça permet quand même de se rendre compte de la qualité du haut-parleur. Alors là-dessus, je trouve que la qualité est pas mauvaise, comme je disais. Les morceaux où il y a des basses, bon, ce sera pas terrible. Le volume est assez élevé, donc ce sera bien, par exemple, si vous regardez des films, si vous regardez
Si vous êtes en mode GPS, vous entendrez bien le GPS normalement. Ce genre de choses, c'est toujours positif. Et puis après, bien sûr, vous pouvez utiliser le jack 3.5 ou le Bluetooth pour vous connecter avec des écouteurs. J'ai remarqué d'ailleurs, par rapport à mon Galaxy Nexus, il y a le bridage du volume qui est géré différemment. Sur celui-là, j'avais un son qui était vraiment beaucoup plus fort avec mes écouteurs que sur mon Galaxy Nexus. Donc il faut faire attention parce que moi j'ai trouvé que là par rapport au Bluetooth, j'ai testé avec des écouteurs Bluetooth, et c'était vraiment très fort. J'ai dû baisser alors que généralement je le mets à fond avec mon Galaxy Nexus. Donc ça change pas grand-chose, hein. Au contraire c'est peut-être même mieux, c'est juste qu'il faut faire un peu attention quoi. Alors où on en est, je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. Il y a juste un dernier truc que j'aimerais vous montrer, c'est Smart Actions et puis voilà. Bon, niveau bench et performance, globalement, comme je vous disais, ça marche très bien. Sur tous les derniers jeux, ça reste un processeur dual-core, il est quand même cadencé 1,5 GHz, c'est pas ridicule. Ça fonctionnera bien. Si je devais lancer un bench, alors normalement j'ai fait par exemple avec Velamo, qui a un benchmark assez comment on dit, polyvalent. On a pas mal les résultats sont assez intéressants. Donc en test HTML5, il est arrivé carrément au top, au-dessus du S3, du One X, etc. Alors ça c'est à mon avis, c'est parce que le navigateur par défaut c'est Chrome, et ça joue là-dedans, donc on va peut-être pas s'attarder. Sur le bench Metal qui regroupe pas mal de différents benchmarks sur la performance générale de l'appareil, il est troisième, juste en dessous du X et du S3. Il est au-dessus du San Diego qui se positionne super bien malgré le fait que ce soit un petit terminal moyenne gamme. San Diego c'est l'Orange Intel Inside pour info, celui qu'on a déjà testé. Galaxy Note, Galaxy Nexus en 4.1, donc c'est quand même pas mal. Là il manque des appareils, hein. Mais bon, on aura peut-être l'occasion de revoir en tout cas d'autres bench prochainement avec peut-être d'autres logiciels et puis aussi d'autres terminaux qui seront comparés. Mais il s'en sort plutôt bien pour un dual-core. Et on va terminer par les Smart Actions qu'on avait pu découvrir lors du test du Razer. Alors qu'est-ce que c'est? Ça compense, disons qu'il y a des applications sur l'Android Market qui permettent de le faire. Là c'est un Motorola qui nous propose l'option en intégré dans le terminal. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un système qui vous permet de déterminer des règles intelligentes et qui, en gros, c'est assez simple. Vous dites, dans telle situation, je veux effectuer telle action. Ça paraît bête, mais ça fonctionne bien. Par exemple, vous dites, je rentre chez moi, donc il détecte soit votre géolocalisation, soit que vous vous connectez à votre Wi-Fi. Puisque vous êtes chez vous, ça va se connecter automatiquement à votre Wi-Fi. Quand je suis chez moi, tu peux remettre par exemple ma sonnerie sur on, alors qu'avant, quand j'étais au boulot, et là il détecte boulot, tu la mets sur off pour pas déranger lors d'une réunion, etc. Ça c'est ce genre de truc. On peut faire pas mal d'autres choses. Alors il y a une règle ici qui est préinstallée, il y a même un widget en page d'accueil que vous pouvez activer. Ça s'appelle conduite intelligente et ça va vous permettre. Alors attendez, je me rappelle plus exactement ce qu'elle contient cette règle. C'est quand on la met en marche, donc ça c'est juste, vous la mettez en marche, elle va lancer l'application mode voiture dont je vous parlais tout à l'heure, elle va mettre le volume élevé et automatiquement envoyer des textos aux gens qui vous contactent. Je suis en train de conduire, je te rappelle après. Bon, il rajoute aussi un petit message publicitaire, je sais plus si on le voit là, non. Si on le voit ici, voilà, c'est là envoyé via l'application Smart Actions de Motorola. Bon voilà, et moi ça vous pouvez le changer, vous pouvez le personnaliser vous-même, ce genre de truc. Donc ça c'est pour ce mode de conduite. Là j'ai fait un test, c'était quoi? C'était quand il se connecte à mon réseau Wi-Fi en arrivant donc chez moi, il me fait une notification. Bon ça c'était un test un peu naze. Sinon vous avez pas mal de choses, voilà, vous pouvez dire, donc il y a des suggestions qui s'affichent, des exemples. Donc par exemple, je vous rappelle de charger votre téléphone la nuit pour que la batterie soit pleine au matin. Donc le soir à partir d'une certaine heure j'imagine. Donc c'est période nuit, et là on peut dire quand c'est pour toi la nuit, donc c'est 22h. Et il te dit à partir de 22h, oublie pas de recharger et que t'es pas en charge. Donc si c'est la nuit, que t'es pas en charge et que le niveau de la batterie est à moins de 50%, lieu, je sais pas trop ce qu'il avait mis, peut-être un truc relatif à ça. Là il te fait un rappel avec écrit, avec notification son plus vibration, charge ton mobile. Et
ça, c'est vraiment sympa. Il y a pas mal de trucs comme ça, séance d'entraînement, lis votre playlist favorite lorsque vous utilisez les écouteurs. Vous connectez vos écouteurs, hop, il va vous lire votre playlist favorite. Enfin bon, ça c'est intéressant. C'est pas mal de petites options comme ça, et avec la géolocalisation, vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vais essayer d'en créer peut-être une from scratch, comme on dit. Donc là, par exemple, bon, hop, test. Je peux mettre un déclencheur. Ma batterie est faible, l'état de la charge change, l'état de mon écran change, je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre. Je branche mes écouteurs, on peut essayer ça. Je pourrais connecter mon casque à côté pour faire le test. Alors ça c'est bien parce que c'est lié aux écouteurs, mais il me dit lorsque mes écouteurs sont branchés et lorsque mes écouteurs sont débranchés. Donc je peux gérer quand je le branche ce qu'il fait, quand je débranche ce qu'il fait. Donc ça c'est sympa. Quand ils sont branchés, tu me lis un morceau, voilà, parfait. Alors là, il trouve pas de playlist. Vous pouvez ajouter. Alors ça, c'est étrange parce que j'en ai, mais bon, ok. On va faire un truc tout bête. Définir mon fond d'écran. On va changer le fond d'écran. On va mettre. C'est un peu bizarre comme règle. C'est pas grave. C'est pour le test. Alors bien sûr, quand vous créez une règle de cette façon, il va falloir l'activer. Sinon, elle sera pas considérée comme, j'allais dire comme active, mais ça me paraît logique. Mais c'est quand même important parce que ça évite d'oublier qu'il y a des règles qui existent et que vous n'êtes pas, que vous avez oublié qu'elle existait et vous mettez votre jack et ça va faire quelque chose d'un peu étrange. Enfin bon, là voilà, il dit qu'elle est activée. Donc hop. Je prends mon jack 3.5, donc là vous voyez le fond d'écran. On va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc là ça a changé mon fond d'écran. Et quand je l'enlève, voilà, là, ok, il le change. Donc je croyais que ça, il fallait déterminer une action, mais en gros, voilà, il est capable de détecter ce genre de truc. Et vous avez vu, c'est assez réactif. Pour le Wi-Fi, il a mis un peu de temps généralement à détecter le Wi-Fi, mais bon, voilà, ça fonctionne quand même globalement bien. Pour finir sur l'autonomie de l'appareil, parce que là, ça fait déjà une petite heure que je discute avec vous, j'ai envie de dire, à propos de cet appareil, et donc on va peut-être s'arrêter. C'est que l'autonomie est pas mal. Alors là, il dit qu'il est sur batterie depuis 7 heures, ça fait 7 heures qu'il est sur batterie. Il a eu une petite recharge ici, j'ai dû le brancher en USB, ça l'aurait un peu rechargé. Et là, on est à un petit, c'est quoi, 44%. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. La majorité est utilisée par l'écran. Il y a un truc à savoir, c'est que, bon, là pour finir là-dessus, mais je dis, vous aurez une grosse journée en 2500 mAh. La grosse journée, vous l'avez, c'est sûr. Après, vous pouvez même optimiser ça en utilisant justement les Smart Actions. Alors, je ne vais pas vous le refaire, hein, mais là, vous avez le rappel de charge, ça c'est bien, mais c'est pas ça. Là, vous avez économiseur de batterie, gère les activités qui épuisent la batterie lorsque votre téléphone est inactif. Et donc ça, par exemple, quand votre téléphone n'est pas en charge et qu'il est inactif, il va arrêter de synchroniser des choses, il va activer la luminosité intelligente, ce genre de choses. Voilà, et la dernière que je voulais vous montrer, c'est celle-là. Alors, je ne sais plus ce qui est écrit, pardon. C'est économie de batterie, désactive la synchronisation des données la nuit lorsque vous n'utilisez pas votre appareil. Et ça, je trouve ça top parce que pareil, quand vous l'activez, il détecte que c'est la nuit, que l'affichage est désactivé, que vous utilisez donc pas l'appareil, qu'il n'est pas en charge et qu'il n'y a pas de mouvement. Donc là, il y a quand même assez peu de chances que vous utilisiez l'appareil. Oups, là j'ai fait ça. Ok. Et là, hop, il désactive les données. Mais ça, là-dedans, vous pouvez rajouter d'autres choses. Vous pouvez dire, je désactive Bluetooth, Wi-Fi, etc., la totale. Et mettre une autre règle où le matin, à partir de telle heure, hop, il me réactive tout, ce genre de choses. Donc, ça permet d'économiser de la batterie. Et dans la journée, vous pouvez aussi le faire. Quand l'appareil est inactif, désactiver certaines choses. Enfin, voilà. C'est ce genre de truc. Et je pense que les Smart Actions intégrés comme ça, c'est vraiment une force de cet appareil parce que ça va permettre d'aller beaucoup plus loin que juste vous notifier quand vous rentrez chez vous. Ça va vous permettre d'économiser de la batterie, d'économiser de la data éventuellement. Il y a plein de choses comme ça. Donc c'est plutôt pratique. Alors grosso modo, ce Motorola Razr HD, je le trouve vraiment intéressant.
c'est un appareil qui m'a séduit dès ma première prise en main. Je l'ai trouvé vraiment déjà mieux que le premier Razer en termes de form factor, hein, avec ce côté-là, comme ça. Il est peut-être moins original, mais il reste quand même assez unique avec ce Kevlar derrière, cet écran de grande taille. C'est un appareil que je trouve bon sur pas mal d'aspects. Alors, pour tout ce qui est photo vidéo, il est pas mauvais, c'est du 8 mégapixels et ça vous le verrez dans les échantillons. Pour le reste, on a un bel écran Super AMOLED Advanced avec une résolution correcte, même si le rendu n'est pas tout à fait au top, mais je pense que ça c'est à mettre de côté. Il est sous ICS avec 4.1 Jelly Bean prévu, donc ça c'est quand même pas mal. Le form factor est excellent et niveau prise en main c'est très très bon, on sent qu'il est robuste. Ce Kevlar ici, ça renforce en plus ce côté-là. Il n'est pas trop lourd, 146 grammes, ça reste raisonnable. Il est dual carrière et 4G ready, donc ça veut dire que si vous le prenez aujourd'hui, vous prenez des forfaits qui coûtent un petit peu plus cher en ce moment, et avec les évolutions sur les réseaux, vous allez avoir la 4G dès la fin de l'année, et ça c'est quand même un gros point positif. Vous avez pas forcément beaucoup de mémoire interne, 16 Go, et encore ça peut suffire à beaucoup, mais en complément de ça, vous pouvez mettre une micro SD ici. Vous avez un port micro HDMI, pas de câble fourni, mais bon, on commence à être habitué. Enfin voilà, j'ai pas beaucoup de reproches à lui faire. Le petit truc peut-être, c'est peut-être cet élément de surcouche qui est un peu dommage, mais vous pouvez personnaliser. Et autre chose, bien sûr, niveau fluidité dans l'interface, ça marche bien. Le web, ça marche bien également. C'est du Ice Cream Sandwich de base, mais un peu modifié par Motorola, mais très bien fait. C'est assez subtil, mais ça marche bien. Et cette nouvelle surcouche par Motorola, qui est assez légère finalement, fonctionne très très bien. Donc globalement, c'est un appareil que je conseille largement. Surtout si vous aimez bien le design du terminal, et si en plus vous êtes soit potentiellement chez SFR ou Orange et avez envie d'avoir l'accès au dual carrière et à la 4G un peu plus tard. Voilà, donc ça c'était pour mon test du Motorola Razr HD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube, sur testmobile.fr. À bientôt.